c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan pour un superbe texte, comme d'habitude, de Jeff, que vous pourrez retrouver à la fois sur la page Facebook de Dakar d'antan avec des photos et aussi sur Road Story avec des photos. La première participation officielle de Suzuki au Dakar, c'était en voiture. Et oui, c'est ça l'info. Quand on évoque Suzuki et le Paris-Dakar, les premières choses qui viennent en tête sont les motos jaunes des frères Joanneau, Marc et Philippe, au début des années 80. Une collaboration et un partenariat avec l'usine japonaise qui a duré jusqu'en 87, avec des places d'honneur et des victoires parfois frôlées de justesse. C'est aussi, fin des années 80 et début 90, le team de Gaston Raillet avec les monstrueuses DR et autres DRZ qui jouaient encore une fois la victoire, toujours sans succès malheureusement. Mais il est une autre histoire qui lie Suzuki au Paris-Dakar, sur 4 roues cette fois-ci, que l'on va vous raconter. Pour ce faire, remontons le temps et retournons dans les années 60. Jusqu'à là, Suzuki a une histoire proche de ses rivales japonaises. Présente dans l'industrie textile, la société se diversifie vers les activités de production de motos dans les années 50. Mais assez vite, 10 ans après environ, la fiscalité japonaise est extrêmement favorable aux petites voitures, les fameuses Kei-Car, qui existent aussi en version 4x4 capable d'affronter les routes accidentées et d'aller dans des endroits jusqu'alors inaccessibles en voiture. Suzuki s'en fait alors une spécialité sur ses premiers modèles et ils vont très rapidement trouver leur clientèle. Sans entrer dans les détails, Suzuki saisit l'opportunité de racheter les droits de fabrication d'une petite société qui avait développé un véhicule 4 roues motrices Opstar et obtient la technologie pour commercialiser ces fameuses Kei-Car. Dès lors, les ingénieurs de Suzuki prennent la base du Opstar On 360 et développent leur premier 4x4, le LJ10, LJ pour Light Jeep, dont la commercialisation débute en 1970. Ce véhicule, qui existe encore et qui en est à sa 4e génération, va évoluer rapidement pour passer du LJ10, LJ20, puis LJ50 et fin des années 80 au LJ80. D'abord motorisé par un 2 cylindres, puis un 3, le petit 4x4 dispose désormais courant 1977 d'un moteur 4 cylindres à 4 temps, refroidi par eau, cubant environ 800 cm3 et développant 42 chevaux. Cette version, développée pour le besoin des armées japonaises et australiennes, est finalement commercialisée au grand public, avec un nom qui diffère selon les marchés. On le voit ainsi sous le nom de Samurai aux États-Unis par exemple, ou Jimny en Europe. Avec des passages de roues avant élargis et des passages de roues arrière évasés, le LJ80 affiche un design très élégant et plutôt sympa. Le capot moteur, toujours maintenu par des clips à ressort comme sur les précédentes versions, est légèrement surélevé pour permettre de loger le nouveau moteur. Mais si le petit 4x4 japonais est facilement trouvable dans son pays d'origine, il en est tout autrement sur le continent européen. Rares sont les pays qui ont un réseau de distribution. La France ne commercialisera la version 2 du Jimny, le SJ410, qu'en 1982. Mais une nouvelle demande concernant le 4x4 plaisir est en train d'émerger. Ainsi l'Allemagne, la Belgique, mais aussi l'Italie sont un peu en avance pour importer et distribuer le LJ sur leur sol. C'est dans ce contexte que Suzuki Allemagne, basée à Munich, souhaite faire un coup, promotion et communication autour de cette prochaine commercialisation. Ainsi, la responsable du marketing de Suzuki Allemagne, mademoiselle Stins, propose de participer au Dakar et de communiquer autour de cet événement. 2 véhicules de course et un camion d'assistance seront donc engagés par l'importateur pour l'édition 1981 du rallye. L'objectif est simple, engager des véhicules les plus proches de la série afin de prouver la simplicité et la robustesse des petits Suzuki. Reste à trouver des équipages et surtout un préparateur pour l'ensemble du team. Et tout naturellement, l'importateur va chercher en Allemagne les préparateurs qui pourraient être sollicités. À cette époque, très peu d'Allemands avaient participé au rallye, il n'y avait quasiment pas de préparateur typé Rally Raid. C'est donc vers un spécialiste de la compétition que Suzuki Allemagne va se tourner, mais pas n'importe lequel. Schneitzer, oui, celui-là même qui a un pédigré énorme en circuit, spécialisé dans la préparation extrêmement poussée de BMW. Pour rappel, Schneitzer sévissait autant sur des berlines en championnat d'Europe de tourisme, mais aussi dans le spectaculaire DRM avec des moteurs de Formule 2. C'est justement sur un blog BMW Schneitzer que Jacques Lafitte décroche le titre de champion d'Europe F275 au volant d'une Martini. En 1977, Schneitzer fait une infidélité à BMW et développe une Toyota Celica Turbo
dans le cadre de la nouvelle réglementation Groupe 5 Silhouette du DRM, qui est assez permissive et fait la part belle aux monstres surpuissants turbocompressés. L'expérience n'est toutefois pas concluante et l'année suivante, Schneitzer revient vers la Bavière et remporte le titre grâce à Harald Hertel au volant de la monstrueuse BMW 320 Turbo, dont le turbocompresseur a été préparé et développé par Schneitzer en personne. En 80 et 81, Schneitzer travaille encore sur ces 320 Turbo, mais également sur des monstrueuses M1 Turbo. C'est donc assez sorcier que les petits 4x4 vont être confiés. Pourtant, rien de ce qui se fait en circuit ne sera transféré sur les LJ, bien au contraire. L'objectif est de fiabiliser les voitures, mais surtout de conserver le plus possible un véhicule proche de la série. C'est donc principalement sur des renforts et sur des éléments de sécurité que la préparation va se focaliser. Ski de protection, arceau de sécurité 6 points, réservoir supplémentaire, autant d'éléments spécifiques à un Dakar, mais rien de très pointu côté moteur. Petite anecdote spécifique au marché allemand, les LJ sont équipés d'origine d'un blocage de différentiel arrière mécanique à commande manuelle. En actionnant un levier, le pilote pouvait simplement verrouiller et déverrouiller complètement le différentiel arrière. La raison de l'inclusion du blocage de différentiel était de nature législative. L'LJ80 avait un frein de stationnement qui freine les engrenages dans la boîte de transfert au lieu de freiner les roues arrière individuellement, directement et simultanément. C'est dur à dire. Cette conception présente plusieurs avantages ainsi qu'un inconvénient important. En raison d'un différentiel arrière ouvert, le frein à main n'a aucun effet lorsque la boîte de transfert est en mode 2 roues motrices et lorsque l'une des 2 roues arrière est en l'air. Par conséquent, se fier au frein de stationnement lui-même serait dangereux dans certaines situations relativement rares. Mais la loi allemande exigeait que ce risque n'existe pas. Au lieu de reconcevoir le système de frein de stationnement pour ce marché, Suzuki a apaisé l'exigence légale en incluant un blocage de différentiel arrière. Du coup, nos 2 petits LJ engagés pour le Dakar bénéficient de ce système en série. Côté assistance, Schneitzer n'a aucune expérience non plus. Pour eux, l'Afrique demande un camion spécifique et taillé pour elle. C'est donc dans le stock de l'armée allemande que l'on va chercher un camion qui semble avoir le profil idéal. Un Nanomag AL 28 Atlas, solide mais extrêmement rustique. Il est équipé d'un moteur diesel de 70 chevaux qui lui donne une vitesse de pointe de 72 km/h. Une fusée, qu'importe le véhicule, est lui aussi préparée pour la course et surtout pour emporter toutes les pièces dont le team pourrait avoir besoin. Reste à trouver les équipages. Suzuki Allemagne pense un temps à Freddy Kotulinski qui vient justement de remporter l'édition 80 du Dakar. Malheureusement impossible pour lui de se libérer en ce début d'année 81. Il va donc proposer à un ami à lui, excellent pilote et coéquipier au sein de chez Audi, Harald Demuth. Harold a un curriculum assez impressionnant puisqu'il a commencé à courir dans les années 70, a participé à plusieurs épreuves du championnat du monde dès 1974, devient pilote officiel en Allemagne pour Audi en 1979 et brigue très souvent la victoire en championnat national. Il s'avère être en plus pressenti en même temps pour partir sur le rallye en 80 sur un Iltis. Mais ça n'a pas pu se faire. Il est donc extrêmement motivé pour ne pas louper cette 3e édition du rallye. Comble de chance, il est originaire de Marktredwitz, dans le nord de la Bavière, tout comme un certain Michael Schwagerl, qui n'est autre que le copilote attitré de Freddy Kotulinski en rallye. Un accord est trouvé et les 2 hommes composeront donc le premier équipage du LJ80. En ce qui concerne la seconde voiture, elle va également être confiée à un pilote allemand qui a obtenu quelques résultats en championnat national, principalement sur Opel Kadett, Udo Winkler. Il sera accompagné de Malinek, alors que 2 mécaniciens de Suzuki Allemagne seront dans le gros Hanomag, Michael Dorner et Franz Mayer. Le 1er janvier 81, ce sont donc 2 LJ80 allemands flambant neufs, quasiment inconnus du grand public, qui sont garés place du Trocadéro en attendant le départ de l'épreuve. Les 4x4 japonais semblent bien petits à côté des Range Rover, Mercedes Clase G et autres Toyota Land Cruiser. Et sa vitesse de pointe d'à peine 110 km/h malgré ses 800 kg laisse perplexe les spectateurs qui découvrent ces véhicules. Les prologues vont d'ailleurs permettre aux équipages de comparer leurs voitures face à la concurrence et d'envie de voir les limites. En effet, habitués à des voitures bien plus puissantes, nos rallyman ont du mal avec les 40 chevaux des LJ et un centre de gravité assez haut. Voulant essayer de faire un temps, malgré tout, lors de ses 2 premières spéciales, Harald Demuth va vivre sa première mésaventure à Olivet.
En prenant un virage un peu trop à l'intérieur, dans une portion très serrée, le LJ s'immobilise, puis glisse sur le côté et se retourne sur le toit. Heureusement, les spectateurs interviennent tout de suite, remettent la voiture sur les roues, alors que l'équipage n'a même pas besoin de sortir du véhicule. Au final, à peine 30 secondes de perdu. À l'issue des 2 épreuves françaises, les 2 LJ se trouvent à la 93e et 104e place. Lors des premières spéciales africaines, nos petits LJ, mais surtout leurs pilotes, vont faire parler la poudre. En effet, dans la toute première spéciale chronométrée, Demuth pointe à la 48e place alors que le second LJ est classé 73e. Superbe perf quand on sait que du coup ils sont dans le premier tiers de la caravane qui compte encore près de 180 concurrents. Par contre, l'inquiétude commence à pointer concernant le Hanomag qui prend énormément de retard sur les petits Suzuki. Ses 70 km/h de pointe expliquant cela, il est loin derrière au fond du classement. La seconde spéciale sera quant à elle plus compliquée, très cassante, destructrice pour les voitures, elle verra les premiers soucis mécaniques des petits LJ. Problème de pompe à eau pour la voiture de Harald, qui doit attendre la Nomag afin de changer la pièce, et malgré tout, au bout de cette journée, les 2 voitures pointent au 112e et 135e rang. Mais grosso modo au tableau, le camion, surchargé et beaucoup trop lent, est déjà hors course. Le lendemain, la spéciale emmène les concurrents de 4 chemins à Hineker. 565 km de pistes caillouteuses, de tôles ondulées, de passages sablonneux, de montagnes, de dunes au milieu d'un paysage désolé et grandiose. Les concurrents venaient pour voir du désert, ils sont servis. Au briefing du matin, Harald demande à Thierry de compléter son discours avec quelques mots d'anglais, puisque beaucoup de concurrents ne parlent pas français, dont lui. C'est Diane qui s'en chargera. Harald le remercie encore 40 ans après, au moins il a pu avoir quelques infos sur ce qui l'attendait. Très vite, nos petits LJ ne vont pas supporter cette mise à mal et les soucis mécaniques vont à nouveau apparaître. Plus important cela, puisque sur les deux voitures, le pont avant va casser, sans assistance, en 2 roues motrices, très loin au classement général et au tout début du rallye, nos équipages prennent la sage décision d'arrêter et de revenir à 4 chemins retrouver le camion. Grâce aux pièces de rechange, la réparation sera faite et les voitures pourront repartir sur Alger tranquillement. La décision de rentrer avec les voitures encore roulantes était plus sage, d'autant que nos amis allemands ne se sentent pas trop en sécurité sur ce rallye qui change complètement des courses qu'ils font habituellement. Habitués au rallye européen, ils trouvent le roadbook pas assez complet et ont surtout été très touchés par l'accident qui coûta la vie à des journalistes italiens. Le team Suzuki Allemagne rentre donc par la route jusqu'à Alger, reprend le bateau avant de remonter jusqu'à Munich. Le constat est plutôt mitigé, puisqu'au bout de 2 étapes africaines, les voitures et les équipages ont dû renoncer. D'ailleurs, cette participation de l'importateur bavarois sera la seule et unique sur le Paris-Dakar. La communication concernant le LJ ne se fera pas autour de performances mécaniques et sportives, mais plutôt autour de la convivialité et la simplicité de la voiture. Ce sera la seule participation pour ces pilotes allemands qui reprendront leur carrière avec succès, notamment Harald, mais qui auront fait germer dans la tête de certains futurs concurrents l'idée d'emmener un Jimny à Dakar. D'ailleurs, l'année suivante, en 82, un autre équipage allemand, l'Oder Schneck, reviendra sur le rallye à bord d'un véhicule semblable et réussira à l'emmener jusqu'à Dakar cette fois-ci, même si c'était hors course. Mais tout ça, c'est une autre histoire. À bientôt sur Dakar Dandan.